Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil, présentent L'Offrande grecque de Philippe Kerr, interprété par Éric Herson-Macarel. Prologue. Janvier 1957. Cela pourrait être la plus mauvaise histoire jamais racontée si tout ne s'était pas déroulé exactement tel que je le décris dans les moindres détails. C'est toujours comme ça, avec la vraie vie. Les faits semblent improbables jusqu'au moment où ils se produisent. Mon expérience d'inspecteur de police et mon histoire personnelle confirment cette observation. Il n'y a rien de plausible dans ma vie. Mais je devine qu'il en va de même pour chacun de nous. Le recueil des événements qui font ce que nous sommes semble exagéré ou fictif, jusqu'au jour où nous nous retrouvons en train d'évoluer sur ces pages tachées et cornées. Les Grecs ont un mot pour cela, évidemment. Mythologie. La mythologie explique tout. Les phénomènes naturels, mais aussi ce qui se passe quand vous allez en enfer après votre mort, ou que vous avez eu la mauvaise idée de voler une boîte d'allumettes à Zeus. D'ailleurs, il se trouve que les Grecs sont très impliqués dans cette histoire. Comme dans toutes les histoires, peut-être, si on y réfléchit. Après tout, c'est un Grec nommé Homère qui a inventé le récit moderne alors qu'il perdait la vue, en supposant qu'il ait existé. Et comme beaucoup d'histoires, celle-ci sera sans doute bien meilleure avec un verre ou deux. Alors n'hésitez pas, c'est ma tournée. En ce qui me concerne, j'aime bien boire un coup, mais je ne suis pas un cas désespéré. Croyez-moi, loin de là. J'espère sincèrement qu'un soir, j'irai boire un verre et me réveillerai amnésique sur un bateau à vapeur, faisant route vers l'inconnu. C'est mon côté romantique, je suppose. J'ai toujours aimé voyager, même lorsque j'étais content de rester chez moi. On pourrait penser que je cherchais à fuir. Les autorités, principalement. Ça n'a pas changé, s'il faut dire la vérité. Ce qui arrive rarement, surtout en Allemagne. Surtout pour moi et quelques-uns de mes semblables. Pour nous, le passé ressemble au mur extérieur d'une prison. Il est probable que nous ne pourrons jamais le franchir, compte tenu de ce que nous avons été, de tout ce que nous avons fait. Mais comment expliquer ce qui s'est passé? Telle est la question que je voyais dans les yeux de certains clients américains du Grand Hôtel du Cap Ferrat, où récemment encore je travaillais comme concierge, quand ils découvraient que j'étais allemand. Comment est-il possible que votre peuple ait assassiné tant de gens? Eh bien, quand vous vous promenez dans un immense marché aux poissons, vous êtes surpris de voir les formes diverses et étranges que peut prendre la vie. Difficile même d'imaginer que certaines de ces créatures fantastiques, sinistres, à l'aspect insaisissable, exposées sur les étals, puissent exister. Parfois, en contemplant mes congénères, j'ai cette même impression. Personnellement, je ressemble un peu à une huître. Il y a des années de cela, en janvier 1933, pour être précis, un morceau de sable s'est introduit dans ma coquille et a commencé à m'agacer. Mais s'il y a une perle en moi, c'est sans doute une perle noire. Franchement, j'ai fait durant la guerre 2 ou 3 choses dont je ne suis pas fier. Rien d'inhabituel, c'est ça la guerre. Tous ceux d'entre nous qui y ont participé ont l'impression d'être des criminels et d'avoir fait quelque chose de mal. Je ne parle pas des authentiques criminels, évidemment. Rien n'a jamais été inventé qui puisse leur donner des remords. À une exception près, peut-être, le bourreau de Landsberg. Si on lui en donne l'occasion, il peut provoquer une crise de conscience chez n'importe qui, ou presque. Officiellement, tout cela est derrière nous, maintenant. Notre révolution nationale-socialiste et la guerre dévastatrice qu'elle a engendrée sont terminées.
Et la paix dont nous jouissons désormais, grâce aux Américains notamment, n'est en rien carthaginoise. Nous ne pendons plus personne depuis longtemps, et à l'exception de 4 d'entre eux, les centaines de criminels de guerre qui ont été capturés et condamnés à la prison à vie à Landsberg ont été libérés. Je pense que cette nouvelle République fédérale d'Allemagne pourra être un pays formidable une fois que nous aurons fini de le construire. Toute l'Allemagne de l'Ouest sent la peinture fraîche, et tous les bâtiments publics font l'objet de gros travaux de reconstruction. Aigles et svastikas ont disparu depuis longtemps, mais aujourd'hui on efface même leurs traces, tel Léon Trotsky sur une vieille photo du Parti communiste du RSS. À l'intérieur du tristement célèbre Hofbrauhaus de Munich, plus qu'ailleurs peut-être, ils ont fait leur possible pour masquer les svastikas sur le plafond voûté couleur crème, mais on les devine encore. Sans ces marques, les empreintes digitales du fascisme, il serait facile de croire que les nazis n'ont jamais existé, et que 13 années de vie sous Adolf Hitler n'ont été qu'une sorte de terrifiant cauchemar gothique. Si seulement les stigmates du nazisme avaient pu être effacés aussi aisément de l'âme bivalve empoisonnée de Bernie Gunther. Pour ces raisons, et d'autres aussi compliquées que je n'évoquerai pas maintenant, les seuls moments dans lesquels je suis réellement moi-même de nos jours sont ceux où, par nécessité, je me retrouve seul. Le reste du temps, je suis obligé d'être quelqu'un d'autre. Alors voilà. Hallo. Dieu vous salue, comme nous disons ici en Bavière. Je m'appelle Christoph Gans. Un vent assassin se déchaînait ce soir-là dans les rues de Munich alors que je partais travailler. Ce vent glacial et sec de Bavière qui souffle des Alpes, acéré comme une lame de rasoir neuve, et vous fait regretter de ne pas vivre dans un pays plus chaud, de ne pas posséder de pardessus plus épais ou d'avoir un boulot qui vous oblige à embaucher à 18 heures. J'avais suffisamment travaillé de nuit quand j'étais flic à la criminelle de Berlin, j'aurais dû être habitué aux doigts bleus et aux pieds gelés, sans parler du manque de sommeil et du salaire de misère. Un soir comme celui-ci, il ne faisait pas bon monter la garde jusqu'à l'aube à l'entrée d'un hôpital très fréquenté. Ce pauvre homme devrait être assis au coin du feu, dans une taverne au décor chaleureux, devant une chope de bière à la mousse généreuse, pendant que son épouse l'attend à la maison, image même de la fidélité conjugale, occupée à tisser un linceul, en projetant de verser dans son café quelque chose d'un peu plus mortel qu'une cuillerée de sucre supplémentaire. Évidemment, quand je dis que j'étais gardien de nuit, il serait plus exact de dire que j'étais préposé à la morgue, mais ça sonne moins bien dans une conversation polie. Beaucoup de gens se sentent mal à l'aise en entendant ces mots « préposé à la morgue », surtout les vivants. Mais quand vous avez vu autant de cadavres que moi, la présence de la mort ne vous fait même plus sourciller. Après 4 ans au fond de l'abattoir des Flandres, vous pouvez tout supporter. Et puis, c'était un boulot, et il ne courait pas les rues. À cheval donné, on ne regarde pas les dents, même dans le cas de ce vieux canasson malade qui m'avait été offert devant les portes de la fabrique de colle locale par d'anciens camarades, à Paderborn. Il m'avait déniché ce poste à l'hôpital, après m'avoir refilé une nouvelle identité et 50 marks. Alors, en attendant de trouver mieux, je n'avais pas le choix, et mes clients non plus. En tout cas, je n'en avais entendu aucun se plaindre de mes façons de faire. Vous pourriez penser que les morts sont capables de s'occuper d'eux-mêmes, mais à l'hôpital, des gens meurent en permanence et généralement ils ont besoin d'un petit coup de main pour se déplacer. L'époque des défenestrations de patients semble révolue. Ma tâche consistait donc à aller chercher les macabées dans les services, à les transporter à la morgue et à les laver, avant de les mettre à la disposition des croque-morts. En hiver, pas besoin de s'embêter à refroidir les corps ou à pulvériser du produit contre les mouches. La température y dépassait à peine 0. La plupart du temps, je travaillais seul, et après 1 mois à l'hôpital Schwabing,
Je crois que je m'étais habitué au froid, à l'odeur, et à l'impression d'être seul sans l'être tout à fait, si vous voyez ce que je veux dire. Une ou deux fois, un cadavre avait bougé. Ça arrivait parfois, le vent, et c'était un peu inquiétant, je l'avoue, mais peut-être pas surprenant. À force d'être seul, je m'étais mis à parler à la radio. Du moins, je supposais que les voix venaient de là. Dans un pays qui avait vu éclore Luther, Nietzsche et Adolf Hitler, on ne pouvait jamais être sûr de rien dans ce domaine. Ce soir-là, je dus monter aux urgences pour récupérer un corps qui aurait fait réfléchir Dante. Une bombe datant de la guerre. On estimait qu'il y en avait des dizaines de milliers enterrés dans tout Munich, ce qui rendait souvent dangereux les travaux de reconstruction, avait explosé dans le quartier de Mozart, tout proche, tuant dans une taverne au moins une personne et en blessant plusieurs autres. J'avais entendu la déflagration juste avant de prendre mon service. Ça ressemblait à une standing ovation à Asgard. Si la fenêtre de ma chambre n'avait pas été couverte de rubans adhésifs pour lutter contre les courants d'air, elle aurait sans doute volé en éclats. Alors tout était bien qui finissait bien. Un Allemand de plus victime d'une bombe larguée par une forteresse volante américaine, quelle importance. Le Maccabée semblait s'être vu offrir une place au premier rang d'un cercle très privé de l'enfer, où il avait été mastiqué par un minotaure très en colère avant d'être déchiqueté. Il n'irait plus jamais danser, vu que ses jambes étaient sectionnées au niveau des genoux, sans parler du fait qu'il était grièvement brûlé. Son corps dégageait une légère odeur de barbecue, d'autant plus épouvantable qu'elle était vaguement, contre toute attente, appétissante. Seules ses chaussures n'avaient pas souffert. Tout le reste, les vêtements, la peau, les cheveux, offraient un sacré spectacle. Je le nettoyai soigneusement. Son torse ressemblait à une piñata d'éclats de verre et de métal, et l'arrangeai de mon mieux. Je déposai ses souliers salamander bien cirés dans une boîte, au cas où quelqu'un de la famille viendrait identifier ce pauvre diable. Une paire de chaussures peut vous apprendre 1000 choses sur une personne, mais ici, la tâche n'aurait pas été moins insurmontable s'il avait passé les 12 derniers jours traîné dans la poussière derrière un char. Le visage ressemblait à un demi-kilo de pâté pour chien, et la mort subite avait certainement rendu service à ce type, mais je me serais bien gardé de le faire remarquer. L'euthanasie demeurait un sujet sensible, parmi une longue liste d'autres sujets sensibles dans l'Allemagne moderne. Pas étonnant qu'il y ait tant de fantômes dans cette ville. Certaines personnes traversent l'existence sans en croiser un seul, moi j'en voyais tout le temps. Des fantômes que je reconnaissais. 12 ans après la guerre, nous vivions dans le château de Frankenstein. Et chaque fois que je me retournais, j'avais l'impression de voir un visage pensif, plaintif, dont j'avais conservé un vague souvenir. Très souvent, ils ressemblaient à de vieux camarades, mais de temps en temps, ils avaient l'apparence de ma pauvre mère. Elle me manquait beaucoup. Parfois, ces fantômes me prenaient pour un des leurs, ce qui n'avait rien d'étonnant, car seul mon nom a changé, pas mon visage. Dommage. En outre, mon cœur faisait des siennes, comme un enfant difficile, même s'il n'est plus très jeune. Par moments, il se mettait à sauter partout sans raison, juste pour me prouver qu'il en était capable, et me montrer ce qui arriverait si je cessais de m'occuper d'un enquiquineur de son espèce. De retour chez moi, mon service terminé, je fis très attention de couper le gaz de ma petite cuisinière de feu, après avoir fait bouillir l'eau pour le café que je buvais habituellement avec mon schnapps du matin. Le gaz était aussi explosif que du TNT, même quand il s'échappait sous forme de légers crachotements des tuyaux défectueux. Devant ma fenêtre terne et jaunie se dressait un tas de gravats de plus de 20 mètres de haut, envahis par les mauvaises herbes, autre héritage des bombardements. 70% des bâtiments de Schwabing avaient été détruits, ce qui m'arrangeait car les logements étaient du coup meilleur marché dans ce quartier. J'habitais dans un immeuble promis à la démolition, traversé par une fissure si profonde que l'on aurait pu y cacher une cité antique. Mais j'aimais bien
cet amoncellement de décombres. Il me rappelait à quoi ressemblait ma vie, récemment encore. Et j'aimais bien le fait qu'un guide local conduise les touristes au sommet de cette montagne dans le cadre de sa visite de Munich. En haut se trouvait une croix commémorative et on avait une jolie vue sur la ville. On ne pouvait qu'admirer l'ingéniosité de ce type. Gamin, je grimpais au sommet de la cathédrale de Berlin, 264 marches, et faisais le tour du dôme avec les pigeons pour seule compagnie. Mais je n'avais jamais eu l'idée d'en faire mon métier. Je n'ai jamais beaucoup aimé Munich. Son penchant pour les tenues folkloriques, les fanfares, le catholicisme fervent et les nazis. Berlin me convient mieux, et pas uniquement parce que j'y suis né. Munich a toujours été une ville plus docile, plus conservatrice que l'ancienne capitale prussienne. J'avais appris à mieux la connaître juste après la guerre, quand, avec ma deuxième épouse, Kirsten, nous avions tenté de tenir un hôtel très mal situé, dans une banlieue de Munich appelée Dachau, tristement connue désormais à cause du camp de concentration qui avait installé les nazis. Cet endroit ne me plaisait déjà pas à l'époque. Kirsten était morte, ce qui n'arrangeait rien, et j'étais parti peu de temps après, convaincu de ne jamais y revenir, et me revoilà, sans véritable projet, du moins aucun projet dont je voudrais parler, au cas où Dieu écouterait. Je ne le trouvais pas aussi miséricordieux qu'aimait à l'affirmer un grand nombre de Bavarois, surtout un dimanche soir, et surtout après Dachau. Mais j'étais là, et j'essayais de faire preuve d'optimisme, même s'il n'y avait absolument aucune place pour une telle chose, pas dans mon logement exigu, et de prendre la vie du bon côté, même s'il fallait la saisir à travers une très haute clôture de fils barbelés. Malgré tout cela, je puisais une certaine satisfaction dans ce que je faisais pour gagner ma vie, nettoyer la merde et laver des cadavres. J'y voyais une pénitence appropriée à tout ce que j'avais fait auparavant. J'avais été flic, pas un véritable flic, mais un larbin pour des individus tels que Heydrich, Nebbe et Goebbels. Ce n'était pas une pénitence à proprement parler, comme celle de l'ancien empereur germanique Henri IV, qui se rendit à genoux au château de Canossa afin d'obtenir le pardon du pape, mais ça ferait peut-être l'affaire. D'autant que, à l'instar de mon cœur, mes genoux ne sont plus de la première jeunesse. Pas à pas, à l'image de l'Allemagne, j'essayais de retrouver une certaine respectabilité. Nul ne peut nier qu'il est possible de parcourir un long chemin petit à petit, même à genoux. À vrai dire, ce processus fonctionnait un peu mieux pour l'Allemagne que pour moi, grâce aux vieux. On surnommait ainsi Konrad Adenauer, car il avait déjà 73 ans quand il était devenu le premier chancelier d'Allemagne de l'Ouest après la guerre. À 81 ans, il était toujours au pouvoir, à la tête des chrétiens démocrates, et, à moins d'appartenir à un mouvement juif radical du style Irgun, qui avait tenté à plusieurs reprises de l'assassiner, il fallait reconnaître qu'il avait fait du bon boulot. Les gens parlaient déjà du miracle du Rhin, et en disant cela, il ne faisait pas référence à Saint-Alban de Mayence. Grâce à l'action cumulée du plan Marshall, d'une faible inflation, d'une croissance industrielle rapide et d'un travail acharné, l'Allemagne obtenait maintenant de meilleurs résultats économiques que l'Angleterre. Cela ne m'étonnait pas outre mesure. Les British avaient toujours été un peu trop prétentieux. Après avoir remporté 2 guerres mondiales, ils avaient commis l'erreur de croire que toutes les autres nations leur étaient redevables. Mais le véritable miracle, c'était peut-être le fait que le reste du monde semblait avoir pardonné à l'Allemagne d'avoir déclenché un conflit responsable de 50 à 60 millions de morts, et cela bien que le vieux ait dénoncé le processus de dénazification et fait voter une loi d'amnistie pour nos criminels de guerre. Ce qui expliquait certainement cette idée tenace et très répandue qu'un grand nombre d'anciens nazis avaient réintégré le gouvernement. Le vieux avait une explication pratique, là aussi. Il fallait s'assurer que l'on disposait de suffisamment d'eau potable avant de jeter l'eau sale.
Moi qui nettoyais des Allemands morts pour gagner ma vie, je ne pouvais dire le contraire. Évidemment, j'avais plus d'eau sale dans mon seau que la plupart des gens, et surtout, j'appréciais cette obscurité toute nouvelle. Comme Garbeau dans Grand Hôtel, j'aspirais à la solitude, et la notion d'anonymat me plaisait encore plus que la petite barbe que j'arborais maintenant pour atteindre ce but. Une barbe grise et jaunâtre, vaguement métallique, qui me conférait une sagesse dont j'étais dépourvu. Nos vies sont façonnées par nos choix, bien entendu, mais surtout par nos erreurs. Toutefois, l'idée que la police, sans parler des principales agences de renseignement et de sécurité du monde entier, m'avait oublié, était agréable, pour ne pas dire plus. Sur le papier, ma vie avait l'air plaisante. D'ailleurs, il n'y avait que là qu'elle donnait l'impression d'avoir été bien employée, ce qui, dans le cas d'un homme ayant été flic pendant de nombreuses années, était en soi suspect. Et donc, afin de faciliter l'existence de Christoph Gans, je profitais de mon temps libre pour passer en revue les faits réels de sa vie et inventer certaines choses qu'il avait faites. Des endroits où il était allé, des métiers qu'il avait exercés, et surtout ses états de service pendant la guerre, auprès du Troisième Reich. Comme tout le monde l'avait fait dans la Nouvelle-Allemagne. Oui, nous étions tous devenus très imaginatifs dans nos curriculums. De nombreux chrétiens démocrates avaient montré l'exemple. Je bus un autre verre de schnapps avec mon petit déjeuner, juste pour trouver le sommeil, évidemment, et j'allais me coucher. Je rêvais à des jours plus heureux, mais j'aurais pu tout aussi bien adresser une prière au Dieu du nuage noir qui flotte dans le ciel. Les prières n'étant jamais exaucées, difficile de faire la différence. Quand je retournais travailler le soir, la victime de l'explosion du quartier de Mozart était toujours là, étendue sur la table, tel un festin abandonné par un vautour. Quelqu'un avait fixé une étiquette portant son nom à un orteil, ce qui, étant donné que sa jambe n'était plus attachée au reste du corps, me semblait imprudent, pour ne pas dire plus. Il se nommait Johann Bernbach et n'avait que 25 ans. J'en savais un peu plus à présent sur la bombe grâce à la Süddeutsche Zeitung. Un engin de 250 kilos avait explosé sur un chantier de construction situé à côté d'une taverne de Dachauer Straße, à moins de 50 mètres de l'usine à gaz municipale. Le gazomètre contenait près de 120 000 mètres cubes de gaz, d'où ce sentiment général, exprimé par le journal, que la ville s'en sortait bien avec seulement 2 personnes tuées et 6 autres blessées. J'en fis part à Bernbach. J'espère que tu avais eu le temps de t'enfiler plusieurs bières avant de casser ta pipe, l'ami. De quoi atténuer un peu la douleur. Je sais bien que maintenant tu t'en fiches, mais ta mort inattendue n'est pas traitée avec le respect qu'elle mérite. Pour dire les choses brutalement, Johann, tout le monde semble se réjouir que toi seul aies été transformé en toast brûlé. Il y avait un gazomètre à côté de l'endroit où cette saucisse géante a explosé. Rempli de gaz, évidemment. De quoi m'occuper pendant des semaines. C'est logique que tu te retrouves ici d'une certaine manière, vu que c'est une bombe larguée par les Amerlocs qui t'a tué. Et jusqu'à l'année dernière, c'était l'hôpital américain, ici. Bref, j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. J'ai retiré presque tous les éclats de verre. Je t'ai un peu rafistolé les jambes. Maintenant, au croque-mort de jouer. Vous parlez toujours à vos clients de cette façon ? Me retournant, je découvris Herr Schumacher, un des directeurs de l'hôpital, arrêté sur le seuil. C'était un Autrichien, né à Braunau am Inn, une petite ville située à la frontière avec l'Allemagne, et bien qu'il ne soit pas médecin, il portait une blouse blanche, sans doute pour paraître plus important. Pourquoi pas ? Il répond rarement. Et puis ça m'évite de me parler à moi-même. Je deviendrais fou sinon. Oh Seigneur, bon sang, je n'imaginais pas qu'il était dans un tel état. Chut, vous allez le vexer.
C'est juste qu'il y a là-haut, dans le pavillon 10, un homme prêt à identifier formellement ce pauvre gars avant qu'il l'emmène. Il fait partie des victimes de l'explosion, et il est soigné chez nous. Il est dans un fauteuil roulant, mais il n'a rien aux yeux. J'espérais que vous pourriez le pousser jusqu'ici pour l'aider à accomplir cette formalité. Mais maintenant que j'ai vu le corps, je crains qu'il s'évanouisse. Nom d'un chien, moi-même, j'ai failli tourner de l'œil. S'il est en fauteuil roulant, c'est moins grave. Je pourrais toujours le pousser ailleurs pour qu'il s'en remette. Dans un autre hôpital, par exemple. J'allumai une cigarette et dirigeai la fumée vers mes narines reconnaissantes. Quelque part où ils ont du linge propre, du moins. Vous savez que vous n'avez pas le droit de fumer ici. Je sais, des gens se sont plaints, mais en fait, je fume pour des raisons médicales. Citez-m'en une. L'odeur. Ah, oui, je comprends. Schumacher prit une cigarette dans le paquet que je lui agitai sous le nez et me laissa l'allumer. Vous ne les couvrez pas, d'habitude, avec un drap ou autre chose? Nous ne nous attendions pas à recevoir de la visite. Mais tant que le personnel de la laverie est en grève, tous les draps propres sont réservés aux vivants. C'est ce qu'on m'a dit. Soit, mais vous ne pourriez pas faire quelque chose pour son visage? Que suggérez-vous? Un masque de fer? Cela risque de compliquer l'opération d'identification. Même la mère de ce pauvre gars ne le reconnaîtrait pas. Espérant qu'elle ne soit pas obligée d'essayer, d'ailleurs. Étant donné qu'il ne ressemble plus à rien de connu, nous allons devoir, je pense, nous orienter vers le domaine plus hermétique des autres signes distinctifs. Vous ne croyez pas? Vous en avez trouvé? Un tatouage sur l'avant-bras. Ça devrait faire l'affaire. Peut-être, peut-être pas. C'est un numéro. Qui se fait tatouer un numéro? Les Juifs, dans les camps de concentration, pour qu'on les identifie. Ils faisaient ça? Non, nous, les Allemands, les compatriotes de Beethoven et de Goethe. C'était comme un billet de loterie, perdant. Ce gars devait être à Auschwitz quand il était gamin. C'est où, ça? Schumacher faisait partie de ces stupides Autrichiens qui préféraient croire que leur pays, étant la première nation libre victime des nazis, ils n'étaient pas responsables de ce qui s'était passé. Un argument difficile à défendre dans le cas de Braunau am Inn, célèbre pour avoir vu naître Adolf Hitler. D'ailleurs, c'était sans doute pour cette raison que Schumacher était parti. Je ne pouvais pas lui jeter la pierre. Et pas question de contester ses autres convictions. Après tout, c'était mon patron. En Pologne, je crois. Mais ça n'a pas d'importance. Plus maintenant. Bon, voyez ce que vous pouvez faire pour son visage, Herr Gantz. Et ensuite, allez chercher le témoin, d'accord? Après le départ de Schumacher, je me mis en quête d'une serviette propre, et dans un placard, j'en trouvai une, sans doute oubliée par les Amerlocs. Une serviette du club Mickey. Pas vraiment l'idéal, mais c'était quand même beaucoup plus agréable que le pauvre gars allongé sur la table. Alors je l'étendis délicatement sur son visage et allai chercher le patient en fauteuil roulant. Habillé, il m'attendait. Moi, en revanche, je ne m'attendais pas à voir les 2 flics qui le flanquaient. J'aurais dû, pourtant, puisqu'il avait accepté d'identifier un cadavre, et c'est le boulot des flics quand ils ne sont pas occupés à régler la circulation ou à voler des montres. Le plus petit était en uniforme, l'autre en civil. Manque de chance, je reconnaissais vaguement le grand type en civil. Et sans doute me reconnaissait-il aussi, ce qui était très embêtant car j'avais prévu d'éviter de croiser les flics de Munich tant que ma barbe ne serait pas plus fournie. Trop tard, maintenant. Je grommelai un bonsoir, agrippai le fauteuil et poussai le blessé vers l'ascenseur, suivi des 2 flics. Ils pouvaient penser ce qu'ils voulaient de mes manières, je n'étais qu'un portier de nuit après tout, et ils n'étaient pas obligés de m'apprécier. On leur demandait seulement de m'accompagner à la morgue. Le fauteuil roulant avait une fâcheuse tendance à dériver vers la gauche, ce qui n'était pas très étonnant compte tenu de la carrure du patient. Le plus surprenant, peut-être, c'était que le fauteuil roule.
L'homme était proche de la quarantaine et de l'obésité, et son ventre de buveur de bière reposait sur ses genoux comme un sac contenant tout ce qu'il possédait sur terre. Je reconnaissais un ventre de buveur de bière parce que j'essayais d'obtenir le même, depuis que j'avais eu une augmentation. En outre, ses vêtements empestaient comme s'il tenait une chope de 2 litres de pchor à la main au moment de l'explosion. « Vous connaissiez bien le défunt, Herr Dorpmüller ?» demanda l'inspecteur en marchant derrière nous dans le couloir. « Assez bien, » répondit l'homme dans le fauteuil roulant. « Il était mon pianiste à l'Apollo depuis 3 ans. C'est le cabaret que je dirige à l'hôtel Munich, pas loin de la taverne. Johann savait tout jouer, du jazz ou du classique. Ma femme et moi, on était sa seule famille, pour ainsi dire, vu ce qui lui était déjà arrivé. Il a fallu que ça tombe sur lui. Après tout ce qu'il avait déjà subi dans les camps étant gamin. Ce à quoi il avait survécu. Vous vous souvenez de quelque chose ? Pas vraiment. On s'apprêtait à aller ouvrir le cabaret quand ça a sauté. Vous savez ce qui s'est passé au juste, avec la bombe ? Il semblerait qu'un des ouvriers qui travaillait sur le chantier à côté de la taverne ait donné un coup de pioche dans la bombe. Mais pour l'interroger, encore faudrait-il trouver ce qu'il reste de lui. Si vous voulez mon avis, les gens du coin vont inhaler ces atomes pendant plusieurs jours. Vous êtes vernis. Si vous aviez été plus près de la porte, vous seriez mort à coup sûr. Je ne pouvais que partager l'avis de l'inspecteur. En poussant le type dans son fauteuil, j'avais une vue plongeante sur ses oreilles brûlées, qui ressemblaient à des pétales de poinsettia, et il avait dans le cou une longue ligne de points de suture qui me faisait penser au transsibérien. Il avait un bras dans le plâtre et de minuscules coupures un peu partout. À l'évidence, Herr Dorpmüller l'avait échappé belle. L'ascenseur nous conduisit au sous-sol, où, devant la porte de la morgue, j'allumai une autre Eckstein, et, tel Orson Welles, je prononçai d'un ton lugubre quelques paroles de mise en garde avant de leur faire découvrir l'attraction principale. Je tenais à ménager leur sensibilité, sachant qu'il m'incomberait ensuite de nettoyer sur le sol le contenu de leurs estomacs. Nous y voilà, messieurs. Avant de vous laisser entrer, je dois vous informer que le défunt n'est pas à son avantage. En outre, l'hôpital est à court de linge propre. Il n'y a donc pas de drap pour le recouvrir. Autre chose, ses jambes ne sont plus attachées au reste du corps, lui-même grièvement brûlé. J'ai fait de mon mieux pour le nettoyer. Malgré cela, vous ne pourrez pas identifier la victime normalement, c'est-à-dire grâce à son visage, car il n'en a plus. Il semble avoir été déchiqueté par des éclats de verre, et par conséquent, il ne ressemble pas plus à la photo de son passeport qu'une assiette de chou rouge. C'est pourquoi il a une serviette sur la tête. « C'est maintenant que vous le dites », protesta l'inspecteur. Je souris patiemment. Il existe d'autres façons d'identifier un corps, grâce à des signes distinctifs, de vieilles cicatrices. J'ai même entendu parler d'une chose qu'on appelle les empreintes digitales. Johann avait un tatouage sur l'avant-bras, dit l'homme en fauteuil roulant. Un numéro d'identification à 6 chiffres. Souvenir du camp où il était prisonnier, à Birkenau, je crois. Je ne l'ai vu qu'1 ou 2 fois, mais je suis presque certain que les 3 premiers chiffres étaient 140. Et il venait d'acheter des chaussures, chez Salamander. Pendant qu'il examinait le tatouage, j'allais chercher les chaussures pour qu'il puisse les étudier aussi. Je me postai à côté du flic en uniforme et hochai la tête quand il me demanda s'il pouvait fumer. « C'est à cause de l'odeur, avoua-t-il. Du formol, hein ?» J'acquiesçai de nouveau. Ça me fait toujours ça. « Alors, c'est lui ?» interrogea l'inspecteur. « On dirait bien, » répondit Dorpmüller. « Vous êtes sûr ? » Autant que je peux l'être sans voir son visage. L'inspecteur regarda la serviette Mickey qui couvrait la tête du mort, puis se tourna vers moi, l'air accusateur. « C'est vraiment très grave ?» demanda-t-il. « Son visage ?»« Oui. Disons qu'à côté, le loup-garou ressemble à votre voisin. » « Vous exagérez, certainement. » « Non, même pas un peu. »
Mais vous êtes libre d'ignorer mon avis. Personne ne m'écoute ici, de toute façon. Pourquoi seriez-vous le seul ? Bon sang, grogna-t-il, comment voulez-vous identifier formellement un corps sans voir son visage ? Oui, c'est un problème. Rien de tel qu'une morgue pour vous rappeler la fragilité de la chair humaine. Pour une raison qui m'échappait, l'inspecteur semblait me tenir pour responsable de cette situation, comme si j'essayais d'entraver son enquête. Qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital, nom d'un chien ? Vous ne pouviez pas trouver autre chose pour couvrir son visage, sans parler du reste du corps ? Pour toute réponse, je haussai les épaules, ce qui n'eut pas l'air de le satisfaire, mais ce n'était pas mon problème. Voir un flic déçu ne m'avait jamais tracassé, pas même quand j'étais flic. Cette serviette grotesque constitue un manque de respect, insista-t-il. Le pire, c'est que vous le savez. C'est l'ancien hôpital américain, ici, dis-je en guise d'explication, et je n'avais que cette serviette sous la main. Mickey Mouse, j'ai bien envie de vous dénoncer. Vous avez raison, c'est un manque de respect, excusez-moi. D'un geste brusque, j'arrachai la serviette et la lançai dans la poubelle, espérant ainsi faire taire l'inspecteur. Objectif presque atteint, si ce n'est que les trois hommes produisirent des gémissements et des sifflements simultanément, et soudain on se serait cru au pôle sud. Le policier en uniforme se retourna face au mur, et son collègue plaqua sa grosse main sur sa bouche, plus grande encore. Seul le blessé, dans son fauteuil roulant, continua à regarder fixement, avec une fascination horrifiée, comme un lapin contemple le serpent qui va le tuer. Peut-être prenait-il conscience pour la première fois qu'il s'en était fallu de très peu. Voilà l'effet produit par une bombe, dis-je. Ils peuvent bien ériger toutes les statues qu'ils veulent. Les véritables monuments dédiés à l'inutilité des guerres, ce sont des images comme celle de ce pauvre garçon. « Je vais appeler les pompes funèbres », déclara tout bas l'homme en fauteuil roulant. À croire que jusqu'alors, il doutait encore que Johann Bernbach soit vraiment mort. Dès que je serai rentré chez moi. Et il ajouta « Vous connaissez quelqu'un ?» J'espérais que vous me poseriez la question. Je lui tendis une carte de visite. Dites à Herr Urban que vous venez de la part de Christoph Ganz. Il vous fera un prix. Et moi, je toucherai une petite commission si Herr Urban décrochait l'affaire. Je me disais que la seule façon de sortir de cette morgue, c'était de prendre en main mon avenir. Il était 22h ce soir-là quand Adolf Urban, l'entrepreneur de pompes funèbres, vint chercher Johann Bernbach pour l'emmener dans sa nouvelle et dernière demeure. D'ordinaire, Urban parlait peu, mais en cette occasion, ému par le spectacle du visage du défunt, un nouveau travail, et peut-être les quelques verres qu'il avait bu avant d'arriver à l'hôpital, il se montra très bavard pour un croque-mort. « Merci pour la recommandation », dit-il en me tendant quelques marques. « Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne affaire, vous allez avoir du pain sur la planche. Non, ce sera un enterrement avec cercueil fermé, je pense. Je perdrai mon temps à essayer de le faire ressembler à Cary Grant. Votre visage m'intéresse davantage, Herr Ganz. » Je faillis tressaillir, pourvu qu'il ne m'ait pas reconnu. Pour avoir discuté avec Urban, je savais qu'il avait incinéré certains des nazis subalternes que les Amerlocs avaient pendus à Landsberg en 1949. La plupart n'étaient pas des mouchards, mais d'après mon expérience, on n'est jamais trop prudent quand il s'agit d'un passé dont on tente de se débarrasser comme d'un mauvais rhume. Il se trouve que je suis à court de porteurs de cercueils, et je me disais, vu que vous travaillez ici toutes les nuits, vous pourriez gagner un peu d'argent le reste du temps en travaillant pour moi, hein ? Qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Vous dormez ? Ça ne rapporte rien. Et puis, je trouve que vous avez la tête de l'emploi, Herr Ganz. Dans mon métier, il faut avoir un visage de marbre, et on dirait que vous avez grandi autour d'une table de poker. Vous ne laissez rien paraître, et vous ne dites rien. Dans ma profession, il faut savoir la boucler au bon moment, c'est-à-dire presque tout le temps. Lui-même possédait un visage de traviole, quasi obscène, une sorte de morceau de plastique fondu,
avec un nez qui coulait en permanence et ressemblait à un service 3 pièces, très rouge et ratatiné, et des yeux aussi morts que ceux de ses clients. Je prends cela comme un compliment. En Allemagne, c'en est un. Si mon visage correspond à vos exigences, je n'ai pas la garde-robe adéquate, pas même une cravate. Ce n'est pas un problème, je peux vous habiller, costume, manteau, cravate, du moment que vous aimez le noir. En revanche, vous devriez peut-être vous débarrasser de cette barbe clairsemée. Vous ressemblez un peu à Dürer. Non, réflexion faite, gardez-la. Vous avez le teint trop pâle, ce n'est jamais bon. Il ne faut pas donner l'impression que vous allez revenir à la nuit tombée dévorer un décor. C'est fréquent en Allemagne. Alors, qu'en dites-vous ? Je dis oui. Il avait raison, évidemment. Outre le fait que je vivais presque exclusivement la nuit, j'avais besoin de cet argent. Et rester au lit toute la journée ne rapportait rien. Pas avec mon physique. Aussi, une semaine ou deux plus tard, je me retrouvais en frac noir, cravaté, coiffé d'un haut de forme brillant, affichant sur mon visage à la barbe taillée une expression censée exprimer sobriété et gravité. La sobriété était discutable, les verres de schnapps du petit déjeuner étant devenus une habitude que j'avais du mal à contrôler. Heureusement pour moi, j'usais de la même expression pour traduire l'insolence muette, le scepticisme et toutes mes autres qualités charmeuses. Pas besoin donc d'être Lionel Barrymore. Même si je n'accordais guère de crédit à mes qualités, tout homme n'est fait que de quelques comportements ayant rencontré l'approbation silencieuse d'un très petit nombre de femmes. Il neigeait abondamment lorsque je descendis de voiture au cimetière d'Ostfriedhof, chargé, avec 3 autres employés, de transporter le cercueil de Bernbach à l'intérieur du crématorium où, d'après Urban, les Amerlocs avaient incinéré en secret les 11 dirigeants nazis qu'ils avaient pendus à Nuremberg en 1946. Ce que l'on savait encore moins, c'était que les cendres de ma seconde épouse, Kirsten, se trouvaient dans ce même cimetière. La cérémonie terminée, quand Urban vint me donner ma paye et mon pourboire, je ne lui en parlais pas, essentiellement parce que j'avais honte de ne pas avoir visité une seule fois depuis son décès l'endroit où se trouvait son urne. Mais maintenant que j'étais là, j'avais l'intention de me racheter. Soudain, je me sentais transi d'amour. Je croyais que le défunt était juif, glissai-je à Urban, alors que nous regardions les personnes en deuil sortir en file indienne de l'église néo-gothique après avoir livré le corps aux flammes. La plupart des employés du cabaret Apollo étaient présents, ainsi que cet inspecteur grand et irascible que j'avais vu à la morgue. Il n'était pas pratiquant. Ça change quelque chose quand on est juif ? Aucune idée. Mais de nos jours, pas facile de trouver quelqu'un dans cette ville pour diriger des obsèques de Youpin. La dernière fois que ça m'est arrivé, la famille a dû faire venir un rabbin d'Augsbourg. D'autant que les Juifs préfèrent être inhumés plutôt qu'incinérés, et étant donné que la terre est dure, ça complique encore les choses. Sans parler du fait qu'il reste un tas de bombes qui n'ont pas explosé dans le vieux cimetière juif de Pfersee. Impossible de savoir ce qui est enterré là, surtout sous cette neige. Alors, j'ai convaincu ses amis, qui ont généreusement payé tous les frais, que le défunt devait être enterré en chrétien. Ce serait dommage que quelqu'un d'autre se fasse tuer par une vieille bombe américaine, vous ne trouvez pas ? Il haussa les épaules. Et puis, quelle importance, ce qui vous arrive quand vous êtes mort. Dixit l'entrepreneur de pompes funèbres. C'est un métier, pas une vocation. En tout cas, je me fiche pas mal de ce qui pourra m'arriver. Urban regarda autour de lui. D'ailleurs, il y a déjà plein de juifs à Ostfriedhof. Beaucoup de prisonniers de Dachau ont été incinérés et leurs cendres dispersées ici. Avec ces dirigeants nazis dont vous parliez ? Oui, avec ces dirigeants nazis. Il haussa les épaules encore une fois. Je suis sûr que nous pouvons faire confiance au Seigneur pour effectuer le tri. Il me tendit une enveloppe. Puis-je compter sur vous demain ? Même endroit, même heure ? Si je suis toujours en vie, je ne voudrais pas manquer ça. Vous le serez, j'en suis sûr. Quand vous faites ce métier depuis aussi longtemps que moi, vous sentez ce genre de choses.
Vous n'avez peut-être pas cette impression, mais il vous reste encore quelques années devant vous, mon ami. Vous devriez diriger une clinique en Suisse. Certaines personnes paieraient une fortune pour entendre ce genre de diagnostic. » J'allumai une cigarette et levai les yeux vers le ciel. J'aime bien cet endroit. Il se pourrait que je m'y installe de manière permanente un jour. Je n'en doute pas. Vous avez encore besoin de moi? Non, votre journée est terminée. Rentrez chez vous, allongez-vous dans votre cercueil et dormez. C'est ce que je vais faire. Mais avant cela, il faut que j'aille voir quelqu'un. Dracula avait une épouse, vous savez. Mon enveloppe en poche, je m'éloignai, et après de longues recherches, dont certaines à l'intérieur de mon âme, je découvris les restes stoïques de Kirsten. Je restai là un moment, me confondant en excuses pour ne pas être venu plus tôt, et pour un tas d'autres choses, et m'aventurai jusqu'à l'extrémité de la jetée branlante et probablement peu fiable du souvenir. Je serais resté plus longtemps, mais l'inscription « Épouse bien-aimée de Bernhard Gunther » était gravée dans la pierre devant l'urne funéraire, et du coin de l'œil, je vis venir vers moi l'inspecteur rencontré à l'hôpital. Je m'étais souvenu de son nom depuis, mais j'espérais encore l'empêcher de découvrir le mien. Alors je fis quelques pas de côté, m'arrêtai devant une autre plaque, dans une tentative pathétique de l'entraîner sur une fausse piste, puis regagnai l'entrée principale. Mais il m'attendait, en embuscade derrière la tombe du grand-duc Louis-Guillaume de Bavière, tout juste assez grande. Ce flic était encore plus costaud que dans mon souvenir. « Hé, il faut que je vous parle. Comme vous pouvez le voir, je suis en deuil. Mon œil, vous étiez un des porteurs de cercueil, c'est tout. Je me suis renseigné sur vous, à l'hôpital. C'est gentil, mais je me rétablis bien, merci. Ils m'ont dit que vous vous appeliez Gans. Exact. Faux. Le nom de jeune fille de ma femme est Gans. Alors je m'en serais souvenu, la première fois qu'on s'est rencontrés. Il y a longtemps. Avant que Hitler arrive au pouvoir, je crois. Avant que vous portiez la barbe. Je fus tenté de faire une remarque sur les mérites de sa femme, mais jugé préférable de m'abstenir. Il n'y a pas que la conscience qui fait de nous des lâches. Il y a aussi les noms d'emprunt et les histoires cachées. Votre mémoire est peut-être meilleure que la mienne, Herr... Non, pas pour le moment du moins, car je ne me souviens toujours pas de votre vrai nom, mais je suis quasiment certain que vous étiez flic à cette époque. Moi, flic. C'est risible. Oui, je me souviens d'avoir pensé la même chose, parce que vous étiez un flic berlinois qui aimait les Juifs, et vous protégiez cet inspecteur que je connaissais au Présidium, mon ancien chef. Comment s'appelait-il? Charlie Chan? Paul Herzfeld. Il a été assassiné. Mais dans mon souvenir, on avait été obligé de vous coffrer pour la nuit, car vous estimiez noblement qu'on n'en faisait pas assez pour retrouver son meurtrier. Il avait raison, évidemment, sur toute la ligne. Je n'oubliais jamais un visage. Surtout pas un visage comme le sien, fait pour dénoncer les hérétiques et brûler des livres, probablement en même temps. Des rides d'expression aussi raides qu'un porte-manteau descendaient de chaque côté du nez qui ressemblait à un crochet de hallebarde, au-dessus duquel étaient nichés les deux petits yeux bleus inexpressifs d'une murène géante. La mâchoire était incroyablement large, et le teint légèrement violacé, à cause du froid peut-être, alors que la taille, la carrure et les cheveux blancs étaient ceux d'un poids lourd à la retraite. Je sentais qu'à tout moment il pouvait me mettre KO d'un direct ou enfoncer son énorme poing droit dans ce qui restait de la partie solaire de mon plexus. Je me souvenais qu'il s'appelait Schramma et qu'il travaillait à la brigade criminelle du Présidium de la police de Munich. Et si j'avais oublié presque tout le reste à son propos, j'avais conservé le souvenir de cette nuit passée en cellule. C'est ça le plus drôle. Personne n'aimait Paul Herzfeld. Et pas seulement parce qu'il était juif, comme vous le pensiez. Les gens le prenaient pour un escroc qui touchait des pots de vin.
Il suffisait de regarder sa façon de s'habiller. Un des plus grands gangsters de Munich, un certain Kohl, était fortement soupçonné de lui graisser la patte pour qu'il ferme les yeux. Beaucoup ont cru que les nazis avaient tué Herzfeld, mais c'est sans doute faux. Selon moi, il trouvait qu'il ne touchait pas assez. Il a essayé de soutirer davantage de fric à Kohl, et ça ne lui a pas plu, à Kohl. Je crois que vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui portait ce nom, et je n'ai jamais été policier à Berlin. Je hais les flics. Je songeais au curriculum que je m'étais inventé et me morigénais pour avoir oublié les années de la République de Weimar. J'ai travaillé à Berlin pendant quelque temps, en effet, mais j'étais portier à l'hôtel Adlon. Alors c'est peut-être là que vous m'avez vu, Herr Schramma, inspecteur Schramma. Écoutez, mon vieux, ça ne me gêne pas que vous ayez changé de nom. De nos jours, un tas de gens en font autant, pour de bonnes raisons. Croyez-moi, dans cette ville, un flic a besoin de 2 annuaires téléphoniques côte à côte pour savoir à qui il parle exactement. Mais si jamais vous cherchez un boulot, je peux peut-être vous aider. En souvenir du bon vieux temps. Je ne crois pas que vous ayez vraiment l'intention de m'aider, si ? Je pense plutôt que vous essayez de me secouer pour voir ce qui tombe de mes poches. Mais vous avez devant vous un type qui a 2 boulots. Ça veut dire que je suis fauché. C'est évident, non ? S'il reste des pommes sur mes branches, elles sont à moitié bouffées ou pourries maintenant. Schramma eut un sourire honteux. La connaissance, c'est le pouvoir, pas vrai ? Je ne sais pas qui a dit ça, mais je parie que c'était un Allemand. Je ne le contredis pas. Il ne voyait pas l'ironie contenue dans sa dernière remarque. Qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir qui je suis ? Je traverse une si mauvaise passe que des casinos veulent m'engager pour que je vienne porter la poisse aux gros flambeurs. Je vous le répète, espèce de gros balourd, je ne suis personne, vous perdez votre temps. Il y a dans les écoles des types chargés d'effacer les tableaux noirs qui sont plus importants que moi. Peut-être, peut-être pas. Mais je peux vous promettre une chose. Dès que j'aurai découvert qui vous êtes réellement, Gans, je ne vous lâcherai plus. Comme vous, je dois faire 1 ou 2 autres boulots pour arriver à joindre les 2 bouts. Agent de sécurité, détective privé. Des boulots ennuyeux qui vous prennent du temps et dangereux par-dessus le marché. Alors, un ancien flic comme vous, je pourrais l'utiliser de toutes sortes de façons que vous pouvez facilement imaginer, j'en suis sûr. Je ne voyais pas trop ce qu'il avait en tête, mais en tant que policier, j'avais intimidé suffisamment de voyous à Berlin pour savoir que tout cela ne tournerait pas à mon avantage. Et ne vous avisez pas de disparaître, car alors il me suffira de désigner Christoph Gans comme suspect dans une vieille affaire dont tout le monde se fout. Vous savez bien que je peux vous appliquer n'importe quel signalement. Sans doute que vous l'avez déjà fait. D'une pichenette, je lançai mon mégot de cigarette sur le cul vert et lisse de l'ange qui veillait l'âme du grand-duc et poussai un soupir d'exaspération, loin de traduire celle que je ressentais. Allez-y, essayez un peu pour voir. Je vous laisse, sale flic. J'ai rendez-vous avec mon barman préféré. Je bluffais, évidemment. J'avais peut-être un visage de joueur de poker, mais mon jeu ne valait rien. Mon travail à l'hôpital terminé, j'allais me rafraîchir aux toilettes qui jouxtaient la morgue, et j'en profitais pour examiner mon visage dans la glace, sans grand enthousiasme. Je lui reprochais son air déçu et ce côté habité, les yeux rouges, fuyants, l'expression furtive, comme s'il redoutait en permanence la tape sur l'épaule qui expédierait son timide propriétaire à bord d'une voiture, puis dans une cellule pendant 10 ans. Je sortis par l'entrée principale, entre 2 colonnes ornées de serpents qui s'enroulaient autour d'encensoirs démesurés. Ils étaient beaucoup trop hauts pour qu'on leur demande ce qu'ils faisaient là, mais je crois savoir que les Grecs anciens considéraient les serpents comme sacrés, leur venin comme un remède,
et leur mue comme une métaphore de la Renaissance et du renouveau. Une idée qui me plaisait. Malgré l'heure matinale, quelques authentiques serpents étaient toujours de sortie. L'un d'eux était assis au volant d'une BMW presque neuve devant l'hôpital. En me voyant apparaître, il se pencha par-dessus le siège du passager et, sans ôter le cigare coincé entre ses lèvres, il cria par la vitre ouverte « Gunther ! Bernhard Gunther ! Ma parole, je venais rendre visite à un vieil ami hospitalisé et je tombe sur vous. Comment ça va, Gunther ? Ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu ? 20, 25 ? Je vous croyais mort. » J'approchai de la voiture et regardai à l'intérieur, passant en revue mes différentes options, pour en arriver à la conclusion évidente, je n'avais pas franchement le choix. Schramma braillait afin que les passants l'entendent, ce qui me mettait encore plus mal à l'aise. Sans cesser de sourire à la manière d'un type qui vient de toucher l'argent d'un pari qu'il avait gagné et moi perdu. Si j'avais été armé, je l'aurais sans doute buté, ou moi. Autrefois, j'avais peur de la mort, mais je me surprenais désormais à l'attendre, afin de m'éloigner de Bernie Gunther et de tout ce qui s'y rattachait, de son passé enchevêtré, de sa façon de penser tortueuse, de son incapacité à s'habituer au monde moderne. Mais surtout, j'avais hâte de tourner le dos à tous ceux qu'il avait connus, ou prétendaient l'avoir connu, à l'image de l'inspecteur Schramma. Plusieurs fois, j'avais tenté de devenir quelqu'un d'autre, mais celui que j'étais revenait toujours m'asséner un coup bas. Je vous avais bien dit que je finirais par découvrir qui vous étiez. Oh, allons, ne soyez pas mauvais joueur. Vous ne le savez pas encore, mais je suis là pour vous rendre un service, Gunther. Sérieusement, vous me remercierez. Alors dépêchez-vous de monter dans cette voiture avant que quelqu'un découvre que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. Et puis il fait trop froid pour rester comme ça avec la vitre baissée. Je me gèle. Je me glissai à bord, fermai la portière et remontai la vitre sans dire un mot. Immédiatement, je regrettais de ne pas l'avoir laissé baisser. Le cigare de Schramma évoquait un feu de joie dans une fosse à pestiférer. Vous voulez savoir comment j'ai découvert qui vous êtes ? Allez-y, éblouissez-moi. Le présidium de la police de Munich a traversé la guerre presque indemne, et leur dossier aussi. Comme je vous le disais, je savais qu'on s'était rencontrés avant Hitler, avant Heydrich, par conséquent. Heydrich est resté chef de la police de Munich pendant un certain temps, et il a modifié le système d'archivage. C'était un homme très efficace, vous devez le savoir. Tous ces renvois qu'il a instaurés restent souvent utiles. Et donc, il était relativement facile de retrouver le nom d'un inspecteur de la célèbre Alexanderplatz à Berlin, qui avait passé la nuit chez nous après avoir agressé notre officier de permanence. Dans mon souvenir, c'est lui qui m'a frappé le premier. Je n'en doute pas. Je me souviens de ce sergent, un vrai salopard. C'était en 1932, il y a 25 ans, vous vous rendez compte ? Bon sang, le temps passe vite, hein ? Pas pour l'instant. Je vous le répète, je me fiche de savoir ce que vous avez fait durant la guerre. Le vieux dit que c'est de l'histoire ancienne, même en RDA. Malgré cela, les cocos se sentent obligés de faire un exemple de temps en temps, histoire de différencier leur propre tyrannie de celle des fascistes. Il se pourrait qu'ils veuillent vous mettre le grappin dessus, et il se pourrait qu'ils y arrivent. De nos jours, les anciens nazis sont les seuls criminels que l'Ouest est disposé à renvoyer de l'autre côté de la frontière. Vous faites fausse route, dis-je. Je ne suis pas un criminel de guerre. Je n'ai tué personne. Ah oui, bien sûr. Christoph Gans n'est qu'un pseudonyme sous lequel vous écrivez de la poésie. Votre nom de plume, en fait. Je comprends. Moi-même, j'aime bien échapper au radar parfois, en tant que flic. Et puis, n'oublions pas Interpol. Je ne les ai pas encore interrogés, mais je suis prêt à parier qu'ils ont un dossier sur vous. Évidemment, je ne peux pas le consulter sans déclencher l'alarme. Une fois que j'aurai posé mes questions, ils voudront savoir pourquoi je m'intéresse à vous. Et il se peut qu'ils essayent de creuser encore un peu plus. Bref, à partir de maintenant, c'est à vous de décider, Gunther. Et je vous conseille de faire le bon choix. J'ai compris le message, Schramma.
Vous avez trouvé un moyen de pression pour obtenir ma coopération. Si vous me parliez du service que vous voulez me rendre, je suis fatigué, j'ai envie de rentrer. J'ai passé la nuit à transporter des cadavres, et si je reste ici plus longtemps, je risque de chercher une pièce de monnaie dans votre grande gueule. Il ne saisit pas. Peu importe, je me parlais surtout à moi-même depuis quelque temps, et l'esprit avait besoin d'être partagé. Les gens comme Schramme parlaient toujours trop. En Allemagne, il y avait trop de bavardage, trop d'opinions, trop de conversations, tout cela sans grand intérêt. La télévision et la radio, ce n'était que du bruit. Avez-vous entendu parler d'un politicien local nommé Max Merten, originaire de Berlin, mais vivant aujourd'hui à Munich? Vaguement. Quand j'étais à l'Alex, il y avait un Max Merten, un jeune conseiller du tribunal d'instance. C'est sûrement le même. Il a fait son chemin. Jolie maison à Nymphenburg, chouette bureau dans Cardinal Faulhaberstrasse. C'est un des fondateurs du GVP, le Parti populaire panallemand, très proche du SED, le Parti socialiste unifié. L'autre fondateur est Gustav Heinemann, ancien membre éminent de la CDU et ministre de l'Intérieur, jusqu'à ce qu'il se fâche avec le vieux. Mais la politique manque d'argent de nos jours. Les nouveaux partis tirent le diable par la queue. Qui a envie de se débarrasser de notre faiseur de miracles, Konrad Adenauer, à part Heinemann, évidemment, et quelques juifs trop sensibles. Et donc, il y a quelques semaines, Max Merten m'a secrètement engagé pour enquêter sur le passé d'un donateur potentiel, le général Heinrich Heinkel, qui a proposé de financer le GVP. Mais Merten craint, non sans fondement, que Heinkel soit toujours un nazi, et il ne veut pas que son parti touche de l'argent sale. Il se trouve que Merten avait raison, mais pas dans le sens où il le croyait. Les 10 000 marks de Heinkel proviennent de RDA. Car voyez-vous, l'associé de Merten est un politicien allemand de premier plan nommé Walter Hallstein, le ministre des Affaires étrangères officieux du vieux. C'est lui qui a mené les négociations pour créer cette nouvelle communauté économique européenne. La RDA déteste cette idée de CE, et encore plus la création de la communauté de défense européenne, dont l'Allemagne de l'Ouest serait un membre important. Elle a donc lancé une opération d'infiltration complexe destinée à discréditer le GVP et Merten, dans l'espoir que le scandale éclabousse le professeur Hallstein. Vous vous demandez sûrement pourquoi un ancien nazi finance la RDA. Eh bien, figurez-vous que le fils aîné de Heinkel a réussi à se faire arrêter à Leipzig, où il croupit actuellement en prison comme caution de la coopération de son père. Si celui-ci fait exactement ce qu'ils attendent de lui, son fils sera relâché. Voilà le marché. Dans quelques jours, Heinkel va remettre l'argent en liquide à Merten, au domicile du général, à Bogenhausen. Une pièce a été spécialement décorée de svastikas et d'autres signes prouvant l'attachement du général au nazisme. Pendant que Merten sera sur place, la police va débarquer et arrêter Heinkel pour différents motifs, dont la vente d'objets nazis. Afin de sauver sa peau, Heinkel expliquera à la police que cet argent devait servir à soudoyer le professeur Hallstein. « Et comment avez-vous découvert tout ça ?» demandai-je. « Je suis flic, Gunther, et les flics enquêtent. Nous découvrons des choses que nous ne sommes pas censés connaître. Certains jours, je fais les mots croisés en 20 minutes. D'autres jours, je déterre des saloperies sur les gens, comme vous et Heinkel. Pourquoi vous me racontez tout ça à moi, et pas à Max Merten ?» Schramme tira sur son cigare. Ses étranges yeux bleus se plissèrent et je commençai à flairer la vilaine combine. Une habitude chez moi. J'ai toujours eu le sentiment diffus et désagréable que, sous des apparences contraires, j'étais un type de la pire espèce, ce qui me permettait de mieux comprendre mes semblables. C'est peut-être la qualité requise pour faire un bon flic.
Parce que vous avez affirmé à Max Merten que le général Heinkel était réglo, c'est ça, hein? La police ne va pas débarquer pour la simple et bonne raison que vous projetez de rafler le fric de la RDA. Vous allez vous pointer 1 heure ou 2 avant Max Merten pour dépouiller ce général. Grosso modo. Et vous allez m'aider, Gunther. Après tout, il se peut que Heinkel ait de la compagnie. Un voleur qui agit seul est un homme qui se fait prendre. Il n'y a rien de pire qu'un escroc, si ce n'est un flic pourri. C'est vous qui vivez sous une fausse identité, Gunther, pas moi. À mon sens, c'est vous le pourri dans l'histoire. Alors, épargnez-moi vos leçons de morale. S'il le faut, je réglerai cette affaire tout seul. Évidemment, ça voudra dire que vous êtes en prison, ou au mieux en cavale, mais je préférerais 1000 fois que vous soyez avec moi pour couvrir mes arrières. Je commence à comprendre ce qui est arrivé à Paul Herzfeld en 1932. C'est vous qui faisiez raquer cet escroc, hein? Cole, c'est ça? Herzfeld l'avait deviné? Oui, ça colle. Alors vous l'avez tué. Et vous avez rejeté la faute sur les nazis en prétextant qu'il était juif. Malin. Je vous ai mal jugé, Schramma. Vous devez être sacrément doué pour jouer les bons flics si vous avez réussi à donner le change durant toutes ces années. Franchement, ce n'est pas très difficile de nos jours. Dans la police, c'est comme partout en Allemagne. On manque un peu de personnel à cause de la guerre. Ils ne peuvent pas se montrer trop regardants sur les gens qu'ils reprennent. Vous, en revanche, vous êtes vraiment un type futé. Vous avez tout compris en quelques minutes seulement. Si j'étais vraiment futé, je ne serais pas assis dans cette voiture en train de discuter avec une ordure de votre espèce, Schramma. Vous vous rabaissez, Gunther. Ce n'est pas tous les jours qu'on résout un meurtre vieux de 25 ans. Croyez-le si vous voulez, c'est ce que j'aime chez vous. Raison supplémentaire pour vous embarquer avec moi. Vous ne raisonnez pas comme une personne normale. Si vous avez survécu aussi longtemps dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est que vous savez anticiper, analyser les situations. J'ai besoin de ce genre d'expérience. Maintenant et plus tard. Je ne peux plus faire confiance à personne à Munich. La plupart de mes jeunes collègues d'Edstrasse sont trop honnêtes. Ça leur jouera des tours. Et à moi, surtout. Tant mieux. Ça me ferait mal de penser que nous avons perdu une guerre uniquement pour que des salopards de votre espèce conservent leur uniforme. Continuez à la ramener si ça vous fait plaisir. Je sais comment fermer votre clapet. L'argent. Vous ne le regretterez pas, Gunther. Je vous refilerai 10%. 1000 marks. Ne me dites pas que vous ne sauriez pas quoi en faire. J'ai l'impression que le destin vous suit pas à pas depuis un certain temps, avec un tuyau de plomb à la main. Comme pour illustrer son propos, un pistolet automatique apparut dans son énorme paluche. Le canon s'enfonça dans mon foie que je ne pouvais me permettre de perdre, en dépit des dégâts que je lui infligeais depuis des années en buvant plus que de raison. Ne faites pas trop le malin avec moi, Gunther. D'un mouvement de tête, Schramma montra la façade de l'hôpital. Sinon, il y aura un autre cadavre sans visage dans cette morgue puante. Un ciel d'étain écrasait le paysage plat et uniforme. Pour une ville de Bavière, Munich était étonnamment aussi plate qu'un matelas, aussi confortable. Et il n'y avait pas de quartier plus confortable que Bogenhausen, sur la rive est de l'Isar. La maison du général Heinkel était une villa blanche de 3 étages et d'une trentaine de fenêtres aux persiennes vertes, nimbée d'un calme de conte de fées. On entendait couler la rivière dans les canalisations, et dans la petite église devant laquelle Schramma avait garé la BMW, l'écho d'un organiste qui répétait une cantate de Bach. Au jour propice, temps favorable, peut-être, mais ce n'était pas ainsi que je voyais les choses. Une clôture de piquets verts descendait en pente douce jusqu'à un alignement désordonné d'arbres à feuilles caduques qui bordaient l'Isar. De l'autre côté de la rue pavée se dressait un modeste hôpital militaire destiné aux soldats estropiés ou affreusement défigurés par la guerre. Je le compris car, alors que nous attendions, assis à l'intérieur de la voiture, dans un silence pesant,
Nous vîmes une quinzaine d'entre eux franchir en groupe le portail pour effectuer leur promenade de l'après-midi. Un des hommes nous jeta un coup d'œil en passant, même si en vérité on avait du mal à croire que c'était volontaire, vu qu'une grande partie de son visage faisait face à la direction opposée. Derrière lui marchait un type qui semblait porter d'épaisses lunettes de peau rose, résultat sans doute d'une opération chirurgicale imposée par de graves brûlures au visage. Un troisième homme, muni d'un seul œil, d'une seule jambe, d'un seul bras, mais de 2 béquilles, était apparemment le chef, et je songeais à ce célèbre tableau de Peter Bruegel, La parabole des aveugles. Je frémis en songeant à ma bonne fortune relative. Homère avait raison, parfois les morts étaient les plus chanceux. « Nom d'un chien !» s'exclama Shrama en rallumant son cigare. « Regardez-moi ce monstre. Et moi qui vous trouvais moche, Gunther ?» Il sortit une flasque en argent dont il vida une bonne partie du contenu. Un peu de respect. Pour qui ? Pour ce défilé de gueule cassée ? Mieux vaut eux que moi. Dans ce cas précis, je suis obligé d'être de votre avis. Eux plutôt que vous. Sa compagnie devenait insupportable. Qu'est-ce qu'on attend d'ailleurs ? Vous ne me l'avez toujours pas dit. On attend que l'argent pointe le bout de son nez, et à partir de ce moment-là, on entre en scène, mais pas avant. Alors arrêtez de jacasser et rincez-vous le gosier. Il me tendit la flasque sur laquelle étaient gravés ces mots « Merci Christian Shrama d'être notre témoin de mariage, Peter et Johanna, 25-11-1947. » Je faillis éclater de rire en imaginant Shrama dans le rôle. Je bus une gorgée de schnapps. Bon marché, bienvenue malgré tout. L'alcool est le meilleur complice de tous les crimes, ou presque. Je disais juste que je trouvais ça un peu choquant, reprit Shrama. Voir ces types se balader dans la rue et faire peur aux chevaux. Ils devraient agiter un drapeau rouge ou je ne sais quoi, comme on faisait dans le temps pour signaler l'arrivée d'un train. La mer est toujours belle jusqu'à ce que la marée redescende, dis-je. On découvre alors toutes les horreurs qu'elle cache. C'est un peu comme ça en Allemagne, plus qu'ailleurs. Et on ne devrait pas être étonné quand on voit la réalité. Voilà ce que je dis. Je suis plus darwiniste, il me semble. J'ai tendance à croire en une Allemagne où seuls les plus forts survivront. J'ai déjà entendu ça. Oh, pas sur un plan politique. La politique est morte dans ce pays. Je ne parle pas de la survie des plus forts uniquement, mais aussi des meilleurs. Les meilleurs pour fabriquer les meilleures voitures, les meilleures machines à laver, les meilleurs aspirateurs. Ça paraît tellement évident que je me demande pourquoi Hitler n'y a pas pensé lui-même. L'Allemagne, la machine à produire et la principale puissance économique de l'Europe. Ajoutez à cela un nouveau réalisme. Les valeurs humaines auront un rôle à jouer, évidemment, mais pendant un certain temps, il faudra accorder la priorité aux chiffres si on veut retrouver la place qu'on mérite, tout en haut. Je bus une seconde gorgée de schnapps et lui rendis sa flasque. « C'est le discours que vous avez prononcé au mariage ou à Bretton Woods ? Allez vous faire foutre, Gunther. » Shrama but une autre lampée et fit circuler l'alcool dans sa bouche comme un gargarisme. Il en avait bien besoin, vu le cigare qu'il fumait. Dès que j'aurai gagné suffisamment de fric avec cette combine, je m'offrirai une part du miracle économique. Je me lancerai dans les affaires, pour mon propre compte. Et le coup d'aujourd'hui, c'est quoi ? Pro bono publico ? Je vais devenir fabricant. J'ai l'intention d'acheter une petite usine que je connais, qui fabrique des couverts. Qu'est-ce que vous y connaissez ? Rien, mais je sais me servir d'un couteau et d'une fourchette. Ça m'étonne. Sérieusement, c'est ça qui donnera à l'Allemagne l'avantage sur l'Angleterre, par exemple. La ligne du bas sur le bilan. Les rosbifs croient à tort que la victoire leur a donné le droit de mettre la main sur ces valeurs humaines. Voilà pourquoi ils ont créé leur État-providence. Mais l'histoire prouvera qu'ils n'en ont pas les moyens. Vous verrez ce que je vous dis. Shrama se considérait peut-être comme le nouveau Paul Samuelson, mais peu importe, car j'avais cessé de l'écouter après quelques minutes. Voilà sans doute un bon conseil à suivre avec tous les économistes.
Au bout d'un moment, un homme vêtu d'un imperméable et coiffé d'une toque en astrakhan gravit la pente qui montait de la rivière et franchit le portail de la Maison Blanche. « C'est parti », dit Shrama. Il m'avait déjà donné un foulard afin que je dissimule mon visage. Cette fois, il sortit un Walter PPK, actionna la culasse, abaissa le chien pour éviter tout risque et me le tendit. Mais avant de le lâcher, il me fit un bref discours. « Pour votre gouverne, je suis obligé d'arroser quelqu'un sur ma part, et cette personne sait qui vous êtes. »« Oh, et de qui s'agit-il ? » ?»« Sachez simplement que si vous me doublez, vous la doublez elle aussi. Alors ne jouez pas au malin, Gunther. Je vous ai recruté pour veiller sur mes arrières, pas pour me tirer une balle dans le dos. C'est bien compris ? » ?»« Compris. » Évidemment, je n'en pensais pas un mot. Je savais maintenant qu'il y avait une balle dans la chambre du pistolet. Impossible d'actionner la culasse d'une arme automatique, sinon. Mais ça pouvait être une balle à blanc. De la manière dont je voyais les choses, il prenait un risque en me confiant une arme chargée. Alors pourquoi le ferait-il ? Qu'est-ce qui m'empêchait de le délester des 10 000 marks une fois qu'il aurait détroussé le général ? Une balle à blanc présentait le même intérêt à ses yeux. Personne ne discutait face à un pistolet. Et si je devais ouvrir le feu, la détonation serait presque aussi efficace qu'une véritable balle, mais moins dangereuse pour lui. Bien entendu, j'aurais pu éjecter le projectile dans ma paume pour être fixé, mais bizarrement, cela nous arrangeait tous les deux que je fasse comme si l'arme était chargée pour de bon, même si ce n'était pas le cas. Naturellement, une idée m'avait effleuré. Il ne m'avait pas demandé de l'accompagner pour surveiller ses arrières, mais pour savoir s'il pouvait me faire confiance, ou même me faire jouer le rôle du coupable idéal. Je me disais que j'avais plus de chances de sortir indemne de cette histoire si je laissais croire à Shrama que j'étais convaincu d'être gagnant. Il lâcha le pistolet et je m'empressai de le fourrer dans la poche de mon manteau. Nous descendîmes de voiture et je franchis la clôture à sa suite. Nous contournâmes la maison pour atteindre la porte de derrière. L'organiste avait attaqué une autre cantate que les corbeaux semblaient apprécier plus que moi à les entendre faire les chœurs. Quelques lumières s'étaient allumées dans la maison, mais seulement au 2e étage. Shrama s'arrêta à côté d'une brouette appuyée contre le mur et jeta un coup d'œil à travers la vitre de la porte de derrière, qui n'était pas verrouillée. Quelques secondes plus tard, nous étions à l'intérieur. Il flottait une forte odeur de pommes et de cannelle, comme si quelqu'un avait fait cuire un strudel, mais cela ne m'ouvrait pas l'appétit. En fait, j'avais un peu la nausée. Je n'avais pas pu m'empêcher de remarquer que la crosse du 38 que Shrama tenait dans la main était entourée de rubans adhésifs, comme s'il avait l'intention de le laisser sur place, ce qui n'augurait rien de bon pour personne, surtout pas pour moi. Vous ne prévoyez pas d'abandonner une arme si vous ne l'avez pas utilisée. Je songeais avec effroi au guêpier dans lequel je m'étais laissé entraîner, mais avais-je vraiment le choix ? Christoph Gans débutait à peine dans la vie, et ce n'était pas comme si je disposais d'autres nouvelles identités, pas même en Allemagne. Pour le moment, au moins, mon pied était bien coincé entre les mâchoires d'acier du piège de Shrama. Celui-ci balança son cigare mâchonné sur la table de la cuisine, releva son foulard devant sa bouche et son nez, dans le style hors-la-loi, et me fit signe de l'imiter. Sans bruit, nous empruntâmes un couloir faiblement éclairé en direction d'une pièce située sur le devant de la maison, d'où s'échappaient des voix d'hommes. À l'intérieur de la salle à manger, le général, un homme de petite taille avec une moustache cirée à la Guillaume II et portant un gilet en cuir vert, faisait face à un individu en imperméable, plus jeune que je ne l'avais supposé, qui arborait cette barbichette blonde qu'affectionnaient les léninistes en herbe. L'argent, la totalité des 10 000 marks, était étalée sur la table recouverte d'une nappe à carreaux rouge et blanc, sous le portrait, dans le style Renaissance flamande, d'une jeune femme tenant à la main une lettre en papier vélin plié. « Qui êtes-vous, nom d'un chien »
bredouilla le général. Que signifie cette intrusion ? Le pistolet et le masque devraient vous mettre sur la voie, général, répondit Shrama. J'ai l'intention de voler cet argent. Mais si vous faites scrupuleusement ce qu'on vous demande, on ne vous fera aucun mal. Il fit un pas sur le côté et désigna la porte avec le canon de son arme. « Descendez, immédiatement. » Le général s'avança vers la porte, mais le deuxième homme ne bougea pas, comme si Shrama ne s'était pas adressé à lui. « Vous aussi, » ajouta l'inspecteur. L'homme à l'imperméable fronça les sourcils, il semblait surpris. « Moi ?» Shrama appuya le canon du 38 sur le front de l'homme, avec lequel il repoussa ensuite la toque en astrakhan sur l'arrière du crâne à la manière d'une kippa. Il le fouilla rapidement pour s'assurer qu'il n'était pas armé, et rétorqua « Vous voulez un ordre écrit ? Oui, vous aussi. » L'homme jeta à l'inspecteur un regard haineux et amer, comme s'il se connaissait, et peut-être aurait-il ajouté quelque chose sans le pistolet que Shrama tenait dans la main. Des gens avaient été abattus pour moins que ça. Le général le savait, pensai-je. Et peut-être avait-il remarqué lui aussi que la crosse et la détente, sans doute, étaient entourées de rubans adhésifs. Alors il se mordit la lèvre, sagement, songeai-je, et nous précéda. Je fermai la marche dans le rôle du postillon idiot qui sait qu'il fait office de figurant. Je suivis les 3 hommes dans l'escalier en bois qui craquait. À l'extrémité d'un long couloir de pierre se dressait une imposante porte métallique munie de 2 poignées. Sous un judas figurait le mot « Panzerlit ». Il s'agissait d'un ancien abri anti-aérien. Ouvrez. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.